Merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, les titres du journal. 6 cas de saisine d'office du Conseil supérieur de la communication parmi les points soyants à l'ordre du jour de la session ordinaire de février de l'instance de régulation des médias. C'est le président du CSC, Abdrahmane Ousmane, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence des conseillers. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de la société civile suite à l'affaire dite incident au domicile donc du président Hamamadou, président du Modène F. Aloumana, également président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de février 2014. La liberté de presse était au centre des discussions de cette plénière. Précision avec nos reporters Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de février 2014 se tient au lendemain de la vague d'interpellations qui ont lieu dans le milieu de la presse privée nigérienne. Plusieurs déclarations et réactions ont été enregistrées tant au plan national qu'international. Le président du CSC a tiré 4 leçons de ces interpellations. La première leçon qui doit être tirée est relative à la portée de la dépénalisation. Il faut légitimement se demander, mais au fait, qu'est-ce qui a été dépénalisé à travers l'ordonnance 2010-34 du 4 juin 2010 ? Est-ce le délit de presse, c'est-à-dire le délit inhérent à l'exercice du métier de journaliste, ou est-ce le délit commis par voie de presse, c'est-à-dire tout délit contenu dans le code pénal dès lors qu'il soit commis à travers un média? Ces interrogations appellent naturellement d'autres. La dépénalisation concerne-t-elle exclusivement les journalistes ou s'étend-elle à tous les citoyens? Les réponses à ces différentes questions peuvent varier d'une personne à une autre, mais il n'en demeure pas moins qu'elles restent pertinentes à être posées. La deuxième leçon à tirer est relative au caractère inopérant de l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle. Ce texte, faut-il le rappeler, a été adopté pendant la transition post-conférence nationale dans le but de libéraliser le paysage audiovisuel de notre pays. Mais une chose est de libéraliser, une autre est de réguler l'espace libéralisé. Et c'est justement à l'œuvre que le régulateur se trouve presque totalement désarmé. Car le principal instrument de régulation de l'audiovisuel prévu par ce texte, à savoir le cahier de charges, est inexistant. La troisième leçon que j'ai tirée de cet épisode est relative à la lourdeur de la procédure suivie devant le CSC. La quatrième leçon tirée a trait au faible niveau de responsabilité des directeurs de publication et des directeurs des médias audiovisuels. Bon nombre d'entre eux que nous avons interpellés à chaud nous ont donné l'impression de ne pas savoir les contenus que leurs organes ont pourtant publiés ou diffusés. En ouvrant cette session, le président du CSC a rappelé le projet d'ordre du jour de la présente plénière. Au cours de cette session, la plénière du Conseil va examiner et adopter le procès verbal de la session ordinaire au titre du mois de janvier 2014. La plénière va également échanger des informations sur la vie du CSC pendant la période d'intercession. Elle va examiner les propositions de modification de la délibération numéro 005 du 5 septembre 2013 portant modalité de saisine d'office du CSC. Elle va enfin examiner et adopter les rapports du Conseil de presse relatifs au cas de saisine d'office du CSC. Voilà donc, mesdames et messieurs, le projet d'ordre du jour de notre session.
En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de février 2014. Ces points qui seront débattus au cours de cette session ordinaire viendront sans nul doute renforcer les capacités d'intervention de la CSC dans l'accomplissement de sa mission de régulation. Situation scolaire devient de plus en plus inquiétante dans notre pays. Le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants CEPRAS menace à nouveau d'observer une grève de 48 heures à partir de jeudi prochain. La tentative de signature d'un communiqué conjoint ayant échoué la semaine dernière, mais le gouvernement dit qu'il reste ouvert pour les négociations selon Kassoum Issa. Il est secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires. Sentiment pour que ensemble, tous, nous mettions l'intérêt de l'école, en tout cas en avant, et surtout que nous avons constaté que dans la communication de ces phrases, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas cas de la préoccupation autour de la plateforme qui nous a été déposée et le gouvernement ne peut pas discuter en dehors, c'est-à-dire des points qui ont été inscrits, parce que ces points étaient inscrits le 17, et le 17, nous n'avons pas vu le point relatif à tout ce que donc, les dirigeants de ces phrases étaient en train de déballer au niveau des médias, surtout relativement à la question de leur camarade Ismaël qui est là-bas dans les mains de la justice. Et cette question, je pense que ce n'est pas une question taboue. Le syndicat, en même temps qu'il a la capacité et la liberté d'aller faire des mobilisations pour soutenir tout logiquement et tout naturellement, donc leurs camarades, j'estime que ce point-ci, le syndicat estime que nonobstant le fait que le syndicat soit des grands défenseurs de l'indépendance de la justice et donc des différents pouvoirs, y compris donc de l'indépendance de la justice, donc je pense que le CEPRAS aurait dû poser cette question donc avec qui de droit, et j'estime que c'était encore mieux vraiment que de déposer un préavis et ensuite maintenant ramener autre question sur les plateaux des médias, alors que donc là nous ignorons totalement cette question étant un préalable, parce que nulle part dans le préavis de CEPRAS ça n'a été indiqué. Et d'autre part, vous venez maintenant de nous apprendre que le CEPRAS encore projette une grève. Même s'il projette encore un autre préavis, un autre mouvement, je pense que nous, jusque-là, dans nos locaux, nous n'avons pas encore reçu un préavis de CEPRAS, et que dans tous les cas, si toutefois il y aura préavis de CEPRAS, nous allons le traiter comme tel, et que dans tous les cas, le gouvernement, à travers les ministres en charge de l'éducation, n'auront pas en tout cas vraiment que d'appeler les partenaires et d'aller vers des partenaires si telle est que la question concerne effectivement l'école. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons en charge en tout cas de faire fonctionner l'école. Et nous allons tout mettre en œuvre, je dis, pour que tous les partenaires qui peuvent bien nous aider à ce que la question sociale, qu'ils puissent être là autour de l'école. Maintenant, par rapport à d'autres questions qui ne relèvent pas de l'école, elles peuvent se traiter ailleurs, et j'espère qu'il y a des responsables et des responsabilités qui sont dégagées ailleurs pour pouvoir y faire face. Autre fait de l'actualité, l'attaque dont a été victime la résidence du président de l'Assemblée nationale, également président du parti Lumana Africa, continue de susciter des réactions au niveau de l'opinion nationale. Après la demande d'enquête internationale émise par le groupe parlementaire Lumana, les acteurs de la société civile se prononcent sur la question. La synthèse des réactions avec notre reporter Souleymane Balma. C'est l'un des sujets qui occupe le devant de tous les débats au sein de l'opinion nationale ces derniers jours. Et voilà, l'enquête internationale demandée par le groupe parlementaire Lumana relance le débat sur la gestion du dossier de l'attaque d'armes à feu dont a été victime la résidence du président de l'Assemblée nationale. Tout en condamnant les auteurs de cet acte, les acteurs de la société civile rejettent tout usage politique de ce dossier. Pour l'instant, beaucoup de Nigériens doutent en tout cas de la capacité de notre régime à faire des clarifications sur un certain nombre d'événements, mais nous espérons que la pression doit être mise surtout sur le pouvoir et faire en sorte que véritablement la justice puisse faire son job sans aucune pression de qui que ce soit. On se rend compte qu'il y a beaucoup de faits qui se posent dans ce pays qui nécessitent des enquêtes vraiment menées avec toute la rigueur requise. Mais ces enquêtes n'aboutissent pas. C'est ça le grand problème. Et donc, quand ces enquêtes n'aboutissent pas, quand on se retrouve à l'opposition et quand on se rend compte que le pouvoir ne joue pas franc jeu et use de tous les moyens pour déstabiliser ses adversaires,
il est évident à ce qu'eux ne puissent plus faire confiance et à l'État et à ses démembrements. Et donc, nous, ce que nous demandons, ça, c'est un glissement totalement dangereux en matière de démocratie et de préservation de notre République. Nous appelons Lumana à faire en sorte, évidemment, de légitimer suffisamment la justice nigérienne et la police nigérienne. On ne peut pas, sur une affaire grave comme ça, aller faire un usage politicien. Ça, c'est inadmissible. Ça aurait été un autre qui n'a jamais dirigé ce pays-là. Il n'y a pas de problème. On suppose que lui, il ne connaît même pas l'État. Mais le président de l'Assemblée, il sait mieux que quiconque l'État. Il connaît tout le riage, il connaît toutes les voies. S'il y a un transitaire entre griffes qui recrute des miliciens, il sait mieux que quiconque où faire recours. Malgré le climat de rupture de confiance qui existe entre les acteurs politiques des deux bords, l'idée d'une enquête internationale sur cette question ne tient pas, car selon la société civile, cela relève de la souveraineté de notre pays. Ça peut être dans un premier temps compréhensible de demander à ce qu'une enquête internationale soit diligentée. Ça, superficiellement, on peut l'accepter ou l'entendre, mais toujours est-il que pour moi, c'est un discours disqualifiant en quelque sorte notre justice et nos institutions d'enquête. Et donc, il faut demander et au pouvoir de laisser la justice faire son travail, de faire en sorte que la police puisse véritablement mener les enquêtes, qu'il s'agisse de cette affaire à la résidence du président de l'Assemblée nationale. Les gens estiment que c'est comme ça, ou si les gens estiment que c'est l'extérieur qui va venir lutter à leur place au Niger, là ils se trompent. Cette période est révolue, où les gens assument leur rôle et ils mènent le combat loyalement. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles on n'accepte pas. En attendant les résultats d'enquête de la police nationale, la réaction des autorités est beaucoup attendue par les citoyens qui font de cette affaire un sujet de débat dans les salons et autres lieux de rencontre. Pendant que les uns montrent leur inquiétude sur cette attaque, d'autres estiment que cela n'est qu'une simple mise en scène. Toujours l'actualité politique, la 7e République se distingue au Niger par une guéguerre au sein des partis politiques, notamment de l'opposition, pour mieux cerner cette situation de crise dans les formations qui pourtant, dans un passé récent, ont fait la fierté du pays. Suivant ces explications du secrétaire général de l'association nigérienne des constitutionnalistes, M. Mena Karté-Boukar. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de crise de parti politique, il y a plutôt de crise politique. Il y a de crise politique et selon les intérêts et des objectifs bien déterminés. Et ces crises politiques-là, ça distrait toute la nation entière. Et je pense que les acteurs doivent faire l'économie de ces crises-là en décidant, en optant pour deux formules possibles. Soit vous créez votre parti politique, vous vous séparez de vos camarades, vous vous distinguez de vos camarades en créant un nouveau parti politique tout neuf et en décidant de vous aligner derrière l'opposition ou bien derrière la coalition qui gouverne, conformément, n'est-ce pas, aux lois et règlements en vigueur. Ou bien, vous n'entendez pas créer un parti politique, et bien là, vous renoncez à votre qualité de membre de tel ou tel parti, mais vous prenez directement la carte du parti au pouvoir, ou bien d'un parti, n'est-ce pas, qui est dans la coalition au pouvoir. Je pense que ce sont les deux formules possibles. Mais soutenir l'action du gouvernement au mépris des articles 2 et 9 de l'ordonnance portant statut de l'opposition politique ne peut pas être admis juridiquement. Je pense qu'il faut poser les choses de façon claire. Quels sont les éléments ici de la légitimité et de la légalité? Quand je quitte un parti A pour aller vers un parti B, accompagné du président de la République, qu'est-ce qui m'indique que j'ai la légitimité et la légalité? Je pense que c'est des affirmations qu'on ne peut pas admettre juridiquement. La légitimité, on la comprend après des mécanismes électoraux, des mécanismes délibératifs bien déterminés. Mais de façon spontanée, un groupe bien déterminé d'un parti politique quitte, se constitue en bloc
et décide d'accompagner, n'est-ce pas, la coalition au pouvoir, je pense que rien n'indique qu'il a la légitimité ou la légalité. Il faut poser la balle à terre et vraiment faire les choses conformément à la charte des partis politiques, mais surtout conformément à l'ordonnance portant, n'est-ce pas, statut de l'opposition. Il y a des mécanismes pour s'appeler opposition, il y a des mécanismes juridiques pour, n'est-ce pas, sortir de ce cadre-là et accompagner, n'est-ce pas, les actions du président. Tout le monde, tout citoyen nigérien a la liberté de le faire, mais il faut le faire conformément aux articles 2 et 9 de l'ordonnance portant statut, n'est-ce pas, de l'opposition. Et toute autre manière n'est que vraiment du non-droit, et ça peut distraire la nation, parce que distraire les partis politiques, c'est distraire la nation tout entière. Et je pense que le juge nigérien est assez éclairé par rapport à ce genre d'éléments-là qui nous ont trop distraits depuis quelques années. Il faut qu'on revienne à terre. Moi, je pense que la vie nationale, elle est trop... la vie politique nationale, elle est occupée par la vie des partis politiques. Nous ne méritons pas cela. Il faut que les différents acteurs nous fassent l'économie de certains contentieux judiciaires. Il faut que les différents acteurs regardent la Constitution et les lois. Tout est clair. Je pense qu'au Niger, tout le monde est éclairé et assez édifié par rapport à ces différents mécanismes-là. Il faut qu'on arrête cela pour regarder d'autres aspects, c'est-à-dire le développement du pays. Cette brève, nous apprenons à l'instant donc la libération de Ismaël, donc qui est membre du SINASEB après 10 jours donc passés dans les locaux de la prison civile de Niamey. Donc Ismaël. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.